Merci, Monsieur Suppiot. Merci également à Bénédicte Savoie et Yann Potin pour leur invitation autour d'une question qui m'intéresse depuis quelques années maintenant. Alors, mon intervention, il y a un usage qui s'est inscrit dès les premières communications. Mon intervention, elle, se fera sans image et sans son. Enfin, à part ma voix, j'espère qu'il ne va pas me perdre. Alors, ce qui est peut-être déjà un petit indicateur de la frilosité des juristes à l'égard de la reconnaissance d'une autonomie juridique des objets, comme en a déjà dit quelques mots le professeur Suppiot. Mais heureusement, parfois, les juristes ont de l'imagination. Voilà. Donc, il y a un peu de suspense malgré tout. Le programme de cette journée évoque spontanément, ça a été évoqué à deux reprises, c'est de mémoire la 7e et la 8e communication, le poème de Lamartine, « Objets inanimés, avez-vous donc une âme ?» Et ça lance évidemment la question de l'intériorité des œuvres d'art. Rapportée au monde des choses, la question invite à réfléchir, bien sûr, à leur personnification. Rapportée au monde du droit, elle invite à s'interroger à leur autonomie juridique. Et plus particulièrement pour ce qui me concerne, rapportée aux œuvres d'art, elle invite éventuellement à les considérer comme des sujets de droit. Trois invitations donc à dépasser un oxymore, faire de simples choses, même s'il s'agit d'œuvres d'art, des personnes. Néanmoins, une telle fiction apparaîtra pour beaucoup, et également des juristes, comme une science-fiction juridique. A priori, en effet, nos systèmes normatifs occidentaux sont rétifs au fait de faire des œuvres d'art des personnes, fussent-elles juridiques. Alors, toutefois, c'était le projet de mon intervention, des systèmes continentaux, les systèmes continentaux diffèrent de la common law, résistance assez affirmée du côté des premiers, dont fait partie le droit français, donc les droits de tradition civiliste, et accueil conditionné pour la seconde, pour la common law. Alors, on connaît bien dans ce lieu prestigieux les hypothèses ontologiques de Philippe Descola. Au XVIIe siècle, l'Europe, d'après l'anthropologue, bascule dans ce qu'il nomme le naturalisme. Les humains s'y distinguent nettement du reste des existants par leur esprit plus que par leur corps. Cette ontologie va orienter catégoriquement la taxinomie juridique. On y trouve ainsi un dualisme radical, même s'il existe déjà en droit romain. Les choses d'un côté, qui sont juridiquement des biens, les humains de l'autre, qui sont juridiquement des personnes. Or, schématiquement, seuls les seconds peuvent prétendre à la qualification juridique de personne. Alors, je mets pour l'instant de côté la notion de personne morale, et donc du droit à disposer d'eux-mêmes. Dans cet univers mental, il y a comme une exclusivité anthropomorphique du concept de personne, même si c'est peut-être déjà oublier un peu vite l'origine du terme personne, qui vient de persona, qui, dans l'Antiquité gréco-latine, était le masque de théâtre, donc à l'origine une fiction, ce qui nous ramène à notre sujet. Par conséquent, les objets d'art, aussi admirés soient-ils, a priori ne sauraient prétendre à la qualité de personne juridique. Ils sont tout entiers inclus dans la catégorie des biens. Ils se définissent donc moins par rapport à leur individualité, leur intériorité, que par rapport à l'auteur de l'œuvre, ou plus généralement au propriétaire, que ce dernier soit public ou privé. Donc dans ce cadre ontologique, le naturalisme, lorsque les choses semblent s'animer par elles-mêmes, eh bien, le juge ne va pas hésiter à se présenter, s'instaurer comme le censeur des désordres anticartésiens. Ça a été le cas de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 février 2010. Alors, évidemment, en l'espèce, ce n'était pas l'une des cariatides qui menaçait de rentrer en Grèce, de retourner en Grèce, ni, je ne sais pas, la victoire de Samothrace qui descendait l'escalier de la rue du Louvre. Non, plus modestement, il s'agissait d'un sèche-linge, mais c'est une chose dans la jurisprudence. Et le juge, c'est dans le texte, qualifie ce sèche-linge d'un objet animé d'un dynamisme propre, d'un dynamisme interne
qui lui est propre. Le sèche-linge avait causé un certain nombre de dégâts, et immédiatement le juge va tenter de déminer la situation en rappelant que la dangerosité de l'objet ne venait pas d'elle-même, enfin de l'objet lui-même, mais était liée au fabricant, donc une dangerosité du fait du fabricant. Donc voilà une sorte de restauration d'un équilibre cartésien. Le juge mettait un terme à d'éventuelles dérives anthropomorphiques en rappelant qu'il y a toujours de l'humain derrière les choses. Donc pour le dire autrement, ici, ne pas reconnaître la responsabilité de l'objet revenait par déduction à lui refuser la possibilité de disposer de lui-même. Un tel rapport à la chose, un tel rappel à l'ordre des choses, on pourrait dire, vient également plus largement de la logique déductiviste des droits continentaux, des droits de tradition civiliste. À savoir que la reconnaissance des droits subjectifs, dont nous sommes tous titulaires ici, est corrélée à la qualité de sujet de droit. Et par conséquent, si on retient toujours la proposition de Philippe Descola, cette qualité de sujet de droit ne peut être reconnue qu'à des êtres humains. Et cela exclut donc l'idée de la personnification juridique des choses. Alors pour autant, les auteurs, les juristes s'interrogent. Jean Carbonnier a été de cela, le juriste Jean Carbonnier, qui a souligné que le fait de personnifier les choses répond, je le cite, à un instinct si primitif, si profond de l'esprit humain qu'il est des résurgences, animisme, anthropomorphisme, même dans le droit occidental. Alors il rappelle que ce serait ainsi le cas de biens comme l'entreprise, l'exploitation agricole, certaines personnes morales évidemment, car, dit-il encore, l'homme les sent supérieurs à lui, parce qu'ils sont plus grands et meurent généralement moins vite. Donc cette observation relance la question de la personnification juridique des œuvres d'art. Et du reste, la doctrine considère que les biens culturels en général, les œuvres d'art, sont mal à l'aise dans le cadre juridique que leur offre le droit des biens. C'est une remarque de Jean Untermeyer, par exemple. On peut, par exemple, se poser de la distinction bien meuble, bien immeuble, qui est pas souvent, qui pose quelques difficultés en matière culturelle. Alors, sans basculer dans une autre des quatre ontologies de Philippe Descola, l'animisme, donc le fait que certaines choses possèdent une intériorité, il est peut-être possible, en droit français, dans les droits continentaux, de dépasser cette philosophie volontariste qui avait présidé à la rédaction du Code civil et qui fondait la personnalité sur la volonté, sur l'intériorité, plus que sur le corps. Or, si on réfléchit à la question, si tel était vraiment le cas, comment, par exemple, admettre que des individus privés de cette volonté, comme le fou, comme l'enfant en bas âge, n'en constituent pas moins des personnes? On en déduit par conséquent que la personnalité n'est pas réductible forcément à la volonté, mais qu'elle réside en fait dans un intérêt perçu comme autonome et juridiquement protégeable, ce que certainement développeront mes collègues. Cette démarche, elle permet de contourner dans le domaine juridique ce que la sociologue Nathalie Henich a judicieusement nommé l'écueil personnaliste de l'intentionnalité. Ça permet de contourner cet écueil. Donc si on l'admet, eh bien, le droit positif dans les systèmes continentaux ne s'oppose pas nécessairement à l'adoption des œuvres d'art comme catégorie juridique autonome, un peu à la manière des antiques res divini juris que Michel Villet, de mémoire, qualifiait d'institutions juridiques objectives. Alors, côté common law, que se passe-t-il? La common law participe également de l'ontologie naturalisme, on est dans le même univers mental. Mais ce système juridique, si on peut parler de système pour la common law, qui est beaucoup plus coutumier dans son esprit, a montré qu'elle n'était pas nécessairement hostile au fait de reconnaître parfois la qualité d'entité juridique à des biens culturels, à des œuvres d'art. Alors, il ne s'agit pas de déclarer que la common law admet la personnification juridique des choses au sens continental du terme, mais plutôt qu'elle le reconnaît ponctuellement, et c'est toute
tout l'art du lawyer anglais, enfin britannique, elle reconnaît ponctuellement à des choses, en fonction des circonstances, ce que les anthropologues nomment agentivité, ce que les juristes appelleraient une capacité d'action, une capacité d'agir, l'agency des anthropologues. Alors, il faut toutefois admettre que cette ouverture d'esprit tient beaucoup plus à la technique de la common law qu'à sa tolérance face au pluralisme des existants, qu'ils soient humains ou non humains. Donc, ici, systèmes juridiques continentaux et common law montrent leurs différences. Le juge en common law, en effet, ne raisonne pas comme le juge français. Il ne raisonne pas à partir du sujet pour constater l'existence ou non de droits, ce que l'on appelle les droits subjectifs. Non, seul compte pour lui le statut de l'agent. D'ailleurs, les anthropologues de l'art, je pense à Alfred Gell, parlent d'agent à propos de sa thèse sur l'agency. Et il y a une relation entre agent et patient, et l'agent peut très bien être une chose, une personne comme une chose. Donc, seul compte pour le lawyer le statut factuel de l'agent et le contexte. Il y a une contextualisation nécessaire. Donc, une approche statutaire et circonstancielle, en droit anglais, dans les rapports juridiques, qui ne rend pas nécessaire l'existence de droits subjectifs. D'ailleurs, les droits subjectifs sont relativement ignorés dans cette ère juridique-là, droits subjectifs sanctionnés par une autorité. Cette manière de raisonner donc, évacue la contrainte de la personnalité juridique dont nous avons parlé à l'instant en tant que source de l'action. C'est une technique qui est liée au raisonnement inductif. Je vous ai parlé tout à l'heure du raisonnement déductif du juge français. Le juge anglais raisonne de façon inductive, ce qui rend possible l'action juridique d'une chose. Et on a deux précédents dans l'histoire jurisprudentielle anglo-saxonne. Le juge britannique a en effet reconnu, dans l'affaire Mullick contre Mullick, une affaire qui date de 1925, le fait qu'une idole familiale constitue une juristic entity capable d'ester en justice. Alors je ne développe pas parce que je pense que le temps avance. Et puis, quelques années plus tard, on a eu une autre affaire. Alors je reviens quand même, il faut reconnaître qu'il y a un caractère limité néanmoins de ce précédent, parce que la Cour qui s'est prononcée sur la décision en question, c'est une juridiction indienne qui faisait application d'un droit local. Donc on n'est pas forcément dans le cadre de la common law, enfin, d'un régime exclusivement gouverné par la common law, ce qui est par contre est le cas d'une autre affaire qui date de 1991 et qui m'a été spoliée tout à l'heure par monsieur, c'est-à-dire en l'espèce, donc c'est l'affaire Bumper Development, et en l'espèce, en effet, une idole en bronze avait été découverte. Alors vous parlez de 1956, moi j'ai une autre date, 1976, mais ça n'a pas d'importance, on reste dans les aspects techniques. Donc effectivement, un paysan découvre cette idole, rapidement la statue est exportée, elle passe de main en main, et elle achève son périple en Angleterre. Et à l'occasion de la fin de ce périple, elle est acquise de bonne foi par la Bumper Development. Et l'idole est repérée par les autorités indiennes, et contre toute attente, la Court of Appeal va accepter le recours du temple en question, le temple auquel avait été dédiée l'idole, le juge ayant reconnu la qualité de legal person à l'édifice, sans que cela n'apparaisse comme contraire au principe anglais de public policy. Bon, alors si je conclus. Donc on voit le hiatus entre les deux systèmes juridiques. Ce qu'il est intéressant d'observer, c'est que dans le cas anglais, la question n'est pas réellement de savoir si l'objet, vous l'avez compris, est un sujet de droit. C'est une question que le juge anglais ne se pose pas, un sujet de droit doté de droits subjectifs, objectivement garantis par l'État. Mais si, dans le raisonnement est casuiste, si dans le casus soumis à la Cour, on se trouve dans une situation qui mérite une protection juridique. Voilà. Donc la différence entre les systèmes se situe là, et on voit la prudence des juristes. Alors, bon, les juristes sont des rabat-joie, hein, parce qu'on a vu là, les objets performent stylistiquement, anthropologiquement, politiquement, mais juridiquement, c'est un peu plus frileux. Je vous remercie de votre attention.